Bien, alors on attaque aujourd'hui la troisième partie de ce cours sur la superposition des signaux. Et on va parler d'ondes stationnaires. Alors ça peut paraître bizarre, mais comme dans le chapitre précédent on a parlé d'ondes progressives, ça veut bien dire qu'une onde ne va pas forcément se propager, puisqu'on est obligé de rajouter l'adjectif. Et une onde stationnaire, c'est une onde qui reste en place. Alors cet aspect ondulatoire, c'est parce qu'il va y avoir des oscillations, c'est-à-dire que quand vous êtes à un endroit donné, vous allez avoir des oscillations verticales, par exemple. Et pourtant, quand vous regardez un endroit et quand vous faites les photos, ou par exemple vous essayez de superposer les photos prises à des temps différents, vous aurez toujours le même profil global de votre onde, ça ne se sera pas déplacé. On va voir que pour créer une telle onde stationnaire, on pourra par exemple faire deux ondes progressives qui se baladent dans la direction contraire et donc obtenir par superposition une onde qui semble ne plus bouger. Alors avant de faire ça, quelques observations. Il y a une expérience très connue qui s'appelle l'expérience de la corde de Meld et cette expérience, on va la décrire, puis je vais vous montrer une petite vidéo où vous aurez l'expérience qui aura été faite pour nous. Donc la corde de Meld, c'est quoi? C'est vous avez une table sur laquelle vous posez un vibreur, donc un moteur qui peut faire des montées et des descentes. Vous accrochez un fil dessus. Ce fil, il y a une poulie qui est ici accrochée et puis vous mettez une masse pour pouvoir changer la tension du fil en changeant la masse qui est accrochée. Alors dans la petite vidéo, vous verrez, la personne tient et tire elle-même avec une certaine tension pour faire modifier cette tension du fil. C'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on va observer? Eh bien, on va observer que les oscillations qui sont là peuvent être de relativement petite amplitude et pourtant, sur la corde, on va avoir à différents moments des évolutions, et donc chaque point de la corde va monter, va descendre, mais finalement il y a certains points particuliers qui sont ici, qu'on appelle les nœuds, qui ne vibrent pas, ne semblent pas vibrer. Donc ces nœuds ont des caractéristiques particulières et justement la présence de ces nœuds va nous permettre de caractériser notre onde stationnaire. Inversement, les endroits où la vibration est maximale, c'est ce qu'on appelle un ventre. Donc c'est des zones de vibration maximale, le point va monter, va descendre avec une énorme différence entre les deux. Vous voyez que le vibreur tel que je l'ai mis ici ne va pas forcément avoir de grandes variations. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va obtenir par la suite. Alors, regardons la vidéo. Donc, sur la vidéo, vous voyez que ils ont un vibreur, alors non pas qui fait des vibrations verticales, mais un moteur qui fait des rotations. C'est un petit peu comme si vous prenez une corde et vous vous amusez à envoyer une onde en le faisant tourner, ce qui correspond à une polarisation circulaire, si on revient au cours du dernier chapitre. Donc cette polarisation circulaire, ça vous provoque des ondes. Et ces ondes, une fois qu'elles arrivent de l'autre côté, la partie qui est tenue par la main de l'opérateur, elles tapent sur le côté et elles repartent dans l'autre sens. Et la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie va faire des zones avec des nœuds et des ventres. Vous voyez que l'opérateur s'amuse à changer la tension pour modifier ce qu'on appelle les modes résonants. Les modes résonants, c'est ce qu'on va essayer de caractériser et ça va dépendre en fait de la longueur d'onde, donc de la vitesse de propagation de l'onde sur votre corde, étant donné que là, la fréquence, dans toute l'expérience, la fréquence du vibreur reste la même. On pourrait aussi s'amuser à garder une tension constante et puis faire changer la fréquence du vibreur pour aussi changer la vitesse, la longueur d'onde du système. Ça ne change pas la vitesse de propagation qui ne va dépendre que de la tension, mais la longueur d'onde. Et à ce moment-là, vous pourrez obtenir les informations et la caractérisation en termes de ventre et de nœud. Alors à noter que justement la célérité, la vitesse de propagation va s'écrire racine de f sur mu
en règle générale, sur une corde comme ça, c'est une formule que vous démontrerez l'année prochaine, mais que dans les exercices on va utiliser assez souvent. Donc ça, c'est la masse linéique. Donc c'est la masse de fil par unité de longueur, c'est le nombre de grammes que vous avez par mètre de fil par exemple. Et ça, c'est la tension sur la corde. Donc c'est la force avec laquelle on tire la corde. Donc tension sur la corde de l'autre côté. Et en modifiant cette tension, vous allez modifier la vitesse de propagation et donc la longueur d'onde à fréquence donnée, ici. Si on veut une application par exemple sur un piano, vous allez au contraire avoir une longueur d'onde qui va être imposée par la longueur de la corde du piano, et quand vous faites l'accord du piano, vous changez la tension de la corde justement, et du coup vous pouvez modifier la fréquence à laquelle la corde va vibrer. Donc tout ça, on a tout est relié là-dedans. Alors une deuxième partie de la vidéo, vous voyez que on peut utiliser ce qu'on appelle un stroboscope. Alors un stroboscope, c'est quelque chose qui vous envoie de la lumière, par exemple 50 fois par seconde. Et le fait d'envoyer cette lumière 50 fois par seconde, ça fait que on fait un échantillonnage de la position de la corde que une fois tous les 50e de seconde. Si en un 50e de seconde, par exemple, la corde a fait un aller-retour, elle repasse exactement dans le même endroit au moment où elle se reprend le flash, et donc en apparence, vous aurez que votre corde va rester en place. Si pendant ce 50e de seconde, elle a fait un demi-tour, à un moment vous allez le prendre ici, le moment d'après vous allez le prendre de l'autre côté, donc vous aurez l'impression d'avoir deux cordes visibles, d'où cette visualisation qu'on peut faire assez clairement des ventres et des nœuds, le nœud restant toujours un nœud, et le ventre, quand vous avez l'impression qu'il y a une sinusoïde qui se dessine et qui va rester en place si vous choisissez bien la fréquence du stroboscope. Alors, donc ça c'est pour les observations. Maintenant, on va s'intéresser à la caractérisation mathématique d'une onde stationnaire. Donc comment est-ce qu'elle s'écrit, et puis ensuite comment du coup on peut les reconnaître si on vous donne des expressions explicitées qu'on vous demande. Est-ce que c'est une onde progressive, est-ce que c'est une onde stationnaire? Donc, de manière générale, on va définir une onde stationnaire comme une onde telle que le y de x et de t. Donc, par exemple, sur une corde, vous regardez le déplacement vertical et vous le regardez en fonction de x et de t. Donc, ce y de x et de t peut s'écrire comme une certaine fonction du temps que multiplie une certaine fonction de l'espace. Donc, on a séparé les dépendances en t et en x, et avec quand même, sinon c'est pas une onde, avec f de t, une fonction périodique, c'est-à-dire quelque chose qui se répète. C'est ça le caractère ondulatoire, c'est que ça se répète, et notre onde, on n'aura pas l'impression qu'elle se déplace parce qu'il y aura juste une variation au cours du temps, mais la position d'un maximum, par exemple, va rester toujours au même endroit au cours du temps, et on n'aura pas l'impression qu'il y a un déplacement. Alors, remarquez que si g de x est égal à 0, alors, quel que soit le temps, le y en ce x là va être égal à 0. Et ça, c'est les positions des nœuds. C'est-à-dire que vous avez beau faire vibrer votre système, si il doit avoir une amplitude nulle, et du coup vous avez l'impression qu'il ne vibre pas, et donc vous avez exactement ce qu'on appelle un nœud. Donc vous avez ici la caractérisation des nœuds, ce sont les points, donc les nœuds, ce sont les points tels que g de x est égal à 0. Donc inversement, les maxima ou minima de g de x correspondront au ventre. Alors les minima, si g de x il est symétrique bien sûr, mais ça sera le cas en règle générale, du moins dans les cas qu'on va considérer. Donc les ventres, c'est là où la fonction
spatiale et maximale, et la fonction temporelle, elle vous permet de visualiser le caractère ondulatoire et se doit donc d'être périodique. Alors, on va faire quelques exemples pour essayer de voir à quoi ça va correspondre. Donc, je vais vous donner des expressions d'ondes, de manière générale. Vous allez me dire si c'est une onde stationnaire, si c'est une onde progressive, ou si c'est juste une fonction de x et de t quelconque que je me suis imaginé, mais qui n'a pas vraiment de caractère ondulatoire. Alors, le premier, on va prendre cosinus oméga t moins kx. D'ailleurs, si c'est progressif, vous pourrez me dire si c'est progressif vers la droite ou vers la gauche. Cosinus oméga t multiplié par cosinus kx. Cosinus oméga t fois sinus kx. Cosinus kx fois exponentielle moins t sur tau. Cosinus de oméga t moins kx carré sur lambda. Exponentielle de moins oméga t plus kx au carré. 7 ln de 1 sur 1 plus kx plus oméga t. Et 8. Vous allez avoir du 1 moins 1 sur 1 plus kx facteur de cosinus oméga t plus psi. Alors, réfléchissez 2 secondes, arrêtez-vous sur chacune des expressions, essayez de me dire, est-ce que c'est une onde stationnaire, est-ce que c'est une onde progressive, et si c'est une onde progressive, est-ce qu'elle va vers la droite ou vers la gauche, ou vers les x croissants ou les x décroissants, et puis, est-ce que c'est rien du tout, est-ce qu'on ne peut pas le classer? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. C'est bon? Alors, dans cette expression-là, vous avez, là, le cosinus oméga t moins kx, c'est une onde progressive. Progressive pourquoi? Parce qu'elle s'écrit une certaine fonction de t moins x sur c, ou de x moins ct, ça dépend comment est-ce qu'on veut le voir, puisque vous voyez que votre cosinus, je peux mettre oméga facteur de t moins x divisé par oméga sur k, et comme oméga c'est égal à kc, ça c'est, vous verrez ça un petit peu plus tard, enfin on peut redémontrer comme oméga c'est 2pi sur t et que k c'est 2pi sur lambda. Vous voyez que oméga sur k c'est lambda sur t, comme lambda c'est ct, du coup on retrouve c pour une onde sinusoïdale. Donc on a effectivement une onde progressive, et cette onde progressive, elle va vers la droite. Ok, premier, c'est une onde et une onde progressive. Deuxième, le deuxième, il s'écrit f de t, qui est cosinus oméga t, et je le multiplie par un certain g de x, qui est le cosinus kx. Donc vous avez bien une onde stationnaire, puisque le f de t est une fonction qui est gentiment périodique du temps. Le troisième, de la même manière, je peux l'écrire f de t fois g de x. Donc là encore, c'est une onde stationnaire, et puisque le cosinus oméga t est une fonction périodique du temps. Alors celui-là, il s'écrit bien une fonction de x fois une fonction du temps, donc on pourrait être g de x fois f de t, mais là, vous avez que f de t, il est non périodique, puisque c'est exponentielle moins t sur tau, donc ça n'est pas une onde, et donc on ne pourra pas trouver ça et définir ça comme une onde. Alors par contre, si vous aviez eu l'inverse, cosinus oméga t exponentielle moins kx,
vous auriez eu quelque chose de périodique. Ça s'appelle une onde évanescente parce que l'amplitude de l'onde tend rapidement vers 0 à mesure que x augmente. Vous verrez ça aussi l'année prochaine lors de l'utilisation en seconde année. Alors, la suivante. C'est une onde progressive, mais c'est une onde qui ne va pas se propager de manière à vitesse constante, puisque vous voyez qu'il y a un x carré là-dedans. Donc c'est une onde qui se propage. Alors il faudrait regarder. Oh tiens, ça c'est intéressant. Essayez de me faire un petit Python qui permette de regarder la tête de cette onde, c'est-à-dire que regarder en fonction de x pour différents temps ce que ça va donner. Et puis si vous êtes sage et que vous me demandez gentiment, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo qui fait l'explication du script correspondant. Le numéro 6. Ça n'est pas une onde, puisque on ne peut pas séparer le... Oh, je vais peut-être un petit peu vite. Est-ce que je vais peut-être un petit peu vite? Ouais, je vais un petit peu vite. Ce machin-là, il s'écrit f de t plus x sur c. Hein, puisque je vois que c'est exponentiel moins oméga facteur de t, oméga carré facteur de t plus kx sur oméga. On a dit que c'était k sur oméga, c'est 1 sur c au carré, donc c'est bien une fonction de la variable t moins x sur c qui est ici. Donc si, ça c'est une onde progressive, et une onde progressive qui va vers les x décroissants. Celle-ci c'est pareil, hein, à partir du moment où vous voyez l'expression en kx plus oméga t, ou oméga t plus kx qu'on avait ici, là on avait oméga t moins kx, c'était vers la droite, oméga t plus kx, ça va être vers la gauche. Vous avez encore une fonction une fonction effectivement de t plus x sur c, ou de x plus ct, ça dépend dans quel sens vous voulez voir, mais c'est pareil, et donc une propagation vers les x croissants. Et finalement, on a une forme ici qui dépend avec une fonction temporelle, f de t, et là vous avez un g de x, donc ça c'est bien une onde qui va être une onde stationnaire, elle s'écrit bien comme on l'a vu là-haut, directement. Bien, alors maintenant qu'on a fait ce petit exercice, on va démontrer que la superposition de deux ondes progressives sinusoïdales qui vont en sens contraire mène forcément à une onde stationnaire. Alors déjà, regardez la petite simulation correspondante, vous avez la petite animation, vous avez deux ondes qui se propagent, donc la corde est en noir et vous voyez que l'onde en bleu arrive de la gauche, l'onde en orange arrive de la droite. Jusqu'à présent, vous avez superposition des deux, et à partir du moment où les deux se rencontrent, la corde, eh bien, elle doit répondre à la fois à l'onde de droite et l'onde de gauche, donc elle se détache de l'une et de l'autre et elle correspond à la somme des deux. On suppose que pour le moment, c'est gentiment linéaire. Et lorsque vous avez la somme de ces deux ondes, alors, automatiquement, il apparaît des ventres et des nœuds, des zones qui ne bougent plus et des zones qui oscillent simplement verticalement. Et vous n'avez plus l'impression que l'onde se déplace. C'est-à-dire, c'est comme si le mouvement vers la gauche et le mouvement vers la droite se sont, entre guillemets, annihilés, se sont compensés, et vous avez une onde qui, globalement, va rester en place une fois que les deux ondes se sont entièrement superposées sur la zone où on regarde effectivement. Donc, si on fait le calcul correspondant, donc calcul, superposition de deux ondes progressives sinusoïdales, donc si on prend les deux ondes progressives sinusoïdales, j'aimerais que, et de même amplitude en plus, hein, parce que si c'est pas de même amplitude, ça va compliquer un petit peu les choses, ou plus exactement, on n'aura pas de nœuds qui vont apparaître. Donc,
on va écrire y de x de t, la superposition de a cosinus, alors on va faire ça comment? Oméga t moins kx, c'est l'onde qui va vers la droite, plus a cosinus oméga t plus kx. Alors posez-vous 2 minutes, essayez de faire ce petit calcul pour voir comment est-ce que on peut obtenir l'information, enfin le résultat, et l'écrire sous forme d'une fonction du temps que multiplie une fonction de la position. Simplement en utilisant les formules trigonométriques que vous devez reconnaître et dont vous vous souvenez, du coup, en l'occurrence, cosinus a plus b et cosinus a moins. C'est bon, vous l'avez fait? Alors, si on le met, là j'ai du cosinus a moins b, donc ça me fait de a, facteur, alors de toute façon le a il va être facteur de tout, donc hop, je le mets comme ça. J'ai un terme en cos a cos b, donc cosinus oméga t, cosinus kx, plus sin a sin b, donc sin oméga t, sinus kx, ça c'est pour mon cosinus de a moins b, et le cosinus de a plus b, donc on va juste souligner ce bout là, ça me donne ces deux là, et le cosinus de a plus b, j'ai du cos a cos b moins sin a sin b, donc sin oméga t sinus kx, ça c'est le deuxième bout qui est ici et qui me donne ces deux bouts là. On ferme la parenthèse. Alors je vous rappelle que pour se souvenir de ces formules trigonométriques, moi je ne connais que cosinus de 2θ et je sais que c'est cos carré moins sinus carré, parce que si c'était plus, ça me ferait 1 et donc ça ne va pas. Et donc forcément cosinus de a plus b, cosinus de θ plus θ, ça fait cos θ, cos a cos b, moins sin θ, donc moins sin a sin. Petite astuce, c'est toujours bon à prendre. Donc quand on fait ça, vous voyez que les termes en sinus ont 2 signes différents et donc disparaissent, et je me retrouve avec du 2a cos oméga t cos kx. Et ça c'est bien de la forme prédite plus haut. Je vous rappelle qu'on devait avoir une fonction du temps, donc par exemple celle-là, hop, 2a cosinus oméga t, et une fonction de l'espace, le g de x, qui va être votre cosinus kx. Donc on obtient bien une onde stationnaire. Par superposition de 2 ondes progressives sinusoïdales de même amplitude. Voilà, donc là, comment vous pouvez construire une onde stationnaire en faisant ces ondes progressives. Sur la corde de Mel, comment ça se passe? Vous avez le vibreur qui tape d'un côté, l'onde qui se propage, qui se réfléchit de l'autre côté, et donc vous avez la réflexion. Il y a forcément des petites atténuations, mais quand vous faites, donc normalement vous avez un nombre infini de réflexions qui s'accumulent, mais comme l'amplitude des réflexions devient de moins en moins importante parce qu'il y a un petit peu de dissipation dans la corde, on finit par arriver à un état d'équilibre. Alors à noter que justement, le fait d'avoir ces multiples réflexions, donc pas seulement 2 ondes, mais une infinité d'ondes qui se réfléchissent, si les ondes sont à chaque fois un petit peu décalées dans le temps, vous allez naturellement avoir les endroits où il y a une onde qui est maximum vont être compensés par les autres où c'est une onde minimale. Puis finalement, vous aurez un truc, un petit aiguille tout petit qui va quasiment rien donner. C'est justement au mode propre, aux résonances, où vous avez des interférences constructives entre une onde qui a fait un aller-retour et qui revient et celle que vous réenvoyez du côté gauche, et automatiquement vous allez avoir amplification et donc apparition de cette résonance avec les endroits où vous avez d'énormes amplitudes
le vibreur il donne une toute petite excitation d'un côté. C'est le même problème quand vous faites de la balançoire. Vous donnez des petites forces de manière sinusoïdale. Si vous avez le bon rythme à ce moment-là, à chaque fois, vous allez gagner un petit peu en amplitude, et c'est la même chose qui va se produire ici.